On y va pour les questions. Comment faire pour vivre notre évolution vers l'homme nouveau si on est entouré d'hommes anciens qui nous briment? Bon, c'est intéressant, ça. Ça, c'est le phénomène de... Bon, tout à l'heure, je vous expliquais qu'il faut être un petit peu direct de temps en temps, et lors de la période de questions, c'est souvent la période où, justement, on fonce. Comment faire pour vivre notre évolution vers l'homme nouveau si on est entouré d'hommes anciens qui nous briment? Ça, c'est typique de la personne ancienne. C'est une partie chez elle qui est ancienne qui pose la question, parce qu'en fin de compte, si les autres nous briment, c'est que si on n'avance pas, c'est la faute des autres. Plus il y aura d'hommes anciens qui vont vous entourer, plus ça va être merveilleux pour vous de pouvoir fonctionner. Parce que l'homme nouveau n'est pas heureux dans une société nouvelle. L'homme nouveau est heureux dans son corps, dans l'instant présent. Alors qu'on soit entouré d'hommes anciens, de femmes anciennes, d'enfants anciens ou de n'importe quoi ancien, ça n'a rien à foutrement rien à voir avec le fait de ce qu'on devrait être nous autres. Tous les mouvements spiritualistes essaient de se grouper en communautés, des communes, des trucs dans le genre, des regroupements, des sectes. Parce que si on est tous pareils, on vit heureux ensemble. Puis le reste de la planète, lui, il est là pareil. Alors, comment faire pour vivre notre évolution vers l'homme nouveau? Ben justement, c'est quand il y a des problèmes qu'on doit observer comment ça se fait que ces problèmes-là viennent nous manipuler, nous nuire. S'ils nous briment comment? Ben l'être nouveau a suffisamment d'intelligence et il apprend de cette façon par le travail avec l'être ancien. Faut pas s'attendre à ce que parce qu'on amène l'homme nouveau à un moment donné, que la société change. L'évolution est individuelle. L'homme ancien, c'est l'homme sociétaire. C'est celui qui est normal. Celui qui est transitif, donc celui qui chemine, c'est le marginal. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a que les marginaux qui changent les sociétés. Ceux qui suivent ce qui est établi, ils ne changent rien. Ils suivent. L'homme ancien, la société de l'homme ancien, c'est un cercle. Chacun suit l'autre parce qu'il se dit que si l'autre va là, c'est que l'autre doit savoir où ce qu'il va. Puis l'autre, ben, il suit l'autre, puis il dit la même chose, puis l'autre, il suit l'autre, puis en fin de compte, ben, le premier suit celui qui est le dernier. Fait que tout le monde se suit pensant que les autres savent où ce qu'ils vont, puis en fin de compte, ben, on tourne en rond. Une chance qu'il y a du vent de temps en temps pour nous pousser. C'est ce qu'on appelle l'évolution sociale. Une évolution tranquille, une évolution lente, où de temps en temps un marginal apparaît, un anormal, un fou. Hein? Il est traité comme ça par ceux qui veulent être, qui sont cristallisés, ceux qui veulent pas trop changer. Une personne qui, à un moment donné, commence à crier, personne qui amène des choses neuves. C'est les marginaux qui changent le monde, pas les normaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution vers l'homme nouveau, l'évolution, qu'est-ce que c'est que l'homme nouveau? L'homme nouveau, c'est simplement un être humain qui est libéré de la tradition. C'est un être humain qui est libéré du passé, un être humain qui est libéré de sa mémoire, un être humain qui est libéré de sa culpabilité. Certains diront de son karma. Un être humain qui pense comme l'humanité n'a jamais pensé. Pas parce qu'il est orgueilleux qu'il veut faire différent. Ça marche de même chez lui. C'est un être humain qui comprend les choses et qui accepte les choses telles qu'elles sont. Ça n'empêchera pas l'homme nouveau de changer les choses s'il y a intelligence à les changer, mais pas parce qu'émotivement, ça le fait chier que les choses soient de même. Bon. L'homme ancien, c'est quoi? C'est pas un vieillard. L'homme, la femme. L'homme ancien, c'est un être humain de 3 ans aller jusqu'à ce que vous voudrez, qui pense comme l'humanité a toujours pensé, qui se pose les mêmes foutues questions, d'où est-ce que je vais, d'où c'est que je viens, qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais, qu'est-ce que la mort, ben ceci, cela. C'est celui qui répond toujours par la tradition. Ben dans la Bible, on dit que, ben dans la cosmogonie du Rancien, on dit que, ben dans le Coran, on dit que, ben un tel a dit ceci, Krishnamurti a amené cela, Platon a dit ceci, Homère prétend que. C'est l'homme ancien, ça. Il arrive jamais à parler en son nom, parle toujours au nom des autres, des livres, des traditions. C'est celui qui s'excuse d'être intelligent. Ben là, c'est juste mon opinion, là. C'est ça, celui qui s'excuse d'avoir une opinion, c'est l'homme ancien. C'est mon humble opinion. C'est ça, ben c'est ton humble opinion, foutez-la donc où je pense. Dans le culte, diront certains, bon. C'est ton humble opinion. Sacre bleu, l'opinion que vous avez, c'est pas une humble opinion. Mais l'homme nouveau, c'est ça. C'est pas celui qui gueule à travers tout le monde. Absolument pas. C'est une personne qui s'ajuste. Elle n'a pas besoin d'être éduquée à être polie, elle s'ajuste. Elle est bien, elle est libre, parce qu'elle s'attache à rien et elle n'attache rien. Bon, j'ai écrit un livre pour définir d'un côté le paramètre de l'homme ancien, d'un côté le paramètre de l'homme nouveau. Le livre, la différence.
Il est fait justement pour que l'humain puisse découvrir les choses qui se transforment chez elle. Le livre, voyez-vous, chaque être humain est individuel. On doit vivre individuel dans la conscience, mais pas individualiste. C'est autre chose, l'individualisme. C'est typique de l'homme ancien. Il est tellement orgueilleux, il a l'impression qu'il n'a pas besoin de personne. Enfin, Dieu sait qu'il est pogné avec les autres. Non, individuel dans sa conscience, ça veut dire que quand vous voyez jaune, si tout le monde voit noir, vous autres, vous continuez à voir jaune. Ça, c'est individuel dans sa conscience. Si on vous explique, qu'on vous montre quelque chose, que vous envoyez l'intelligence, vous l'acceptez. Vous n'êtes pas collectif. Vous savez. Quand vous répétez quelque chose que quelqu'un a dit, vous le citez pas. À un moment donné, quelqu'un va dire, Platon a dit ceci. Daniel Kemp a dit cela. Si vous l'avez compris, mais quand vous le dites, vous le dites. Vous le répétez pas. Ça vient de vous. Ça vient pas de l'autre. Si l'autre est frustré parce qu'on le nomme pas, ça le regarde. Ce que vous comprenez, vous le dites. Le livre que j'ai écrit est adapté justement à l'individu. Chaque être humain étant différent, chaque être humain devrait donc commencer à lire un livre de façon différente. Alors, comment pouvons-nous prendre certains thèmes comme la mort, l'amour, la politesse, l'éducation, etc., 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 comment prendre un livre avec différents thèmes puis placer tous les thèmes de façon à ce que chacun commence le livre comme il doit le commencer? Justement, ce livre-là est fait comme ça. Chaque être humain a un livre paginé pour lui. C'est intéressant. Tous ceux qui ont acheté un livre, quand ils vont commencer à le lire, ils le liront pas comme les autres. Parce que le livre est fait avec 2 pages clés, où d'un côté, on voit homme nouveau, homme ancien et la page. Alors, selon votre état, selon ce que vous vibrez, selon ce que vous voulez savoir, vous lisez page clé. À un moment donné, c'est écrit, l'homme nouveau, il aime parce qu'il n'aime pas. L'homme ancien, il n'aime pas parce qu'il aime. Là, vous comprenez plus rien, vous allez voir à la page, vous commencez à lire là. À un moment donné, vous allez aller ailleurs. L'homme nouveau est diplomate et hypocrite. L'homme ancien est diplomate, mais pas hypocrite. Fait que là, on va dire, voyons, non, c'est pas d'allure, ça devrait être l'inverse. Parfait. Vous allez ramasser la page, commencez à lire là. Selon ce que vous vivez, vous allez commencer, puis vous allez lire le livre au fur et à mesure de ce que vous allez avoir besoin. L'homme nouveau, c'est donc ce que je viens de définir. L'homme ancien, c'est ce que j'ai défini. Ça inclut toujours la femme. La personne transitive, c'est celle qui chemine entre l'un et l'autre. Une partie d'elle est ancienne, une partie d'elle est nouvelle. Ça lutte, elle se comprend plus. On la traite de fou, de folle. Mais il faut qu'elle arrive à comprendre. Vous êtes peut-être des fous. Tant mieux. Il y a des fous qu'on interne. Mais merde, si vous êtes en liberté, c'est que vous n'êtes pas tué là. À un moment donné, la conscience collective nivelle tout par la tête. Et c'est pour ça que toute la structure de communication entre les individus a été basée sur le nivellement. C'est pour ça qu'on s'excuse d'avoir une opinion. C'est pour ça qu'on s'excuse d'avoir une idée. C'est pour ça qu'on est toujours en train de dire, moi, je suis heureux, comme tout le monde. Ah ouais, sois pas heureux plus que les autres. On te le pardonnera pas. Ça va pas mal comme tu sais, c'est ça. Toujours comme tout le monde. C'est normal, on nivelle par la tête. L'homme nouveau, il s'autogère. Il se nivelle pas. L'homme ancien est en compétition. Il peut pas savoir comment il est s'il regarde pas comment sont les autres. L'homme nouveau, il est pas en compétition. Il sait comment il est. Puis il a pas besoin des autres pour savoir comment il est. Il est mauditement plus libre. De toute façon, on va s'amuser souvent. J'ai repassé de toute manière. Et puis, vous allez avoir le loisir à un moment donné de muter, veut pas. L'évolution de l'homme, ça ne dépend pas de l'homme. On n'a pas les initiations qu'on veut, on n'a pas les expériences qu'on veut, on vit ce qui arrive, puis on doit traverser ces choses-là. Une chance que l'évolution n'est pas entre les mains de l'homme. C'est pas beau. Peux-tu demander à changer de guide ou d'ange gardien? Parfois, je le sens moins coopératif. Est-ce parce que je ne mérite pas plus? Bon, c'est intéressant. C'est très intéressant. On brosse un peu. L'homme doit être son seul maître. Moi, je suis un outil. Quand on a un guide, le guide, on lui demande poliment de sacrer son camp, sinon on le botte à coups de pied au cul. L'humain se recherche toujours des guides ou des entités parce qu'il y a un snobisme de l'évolution à un moment donné. Tu sais, moi, j'ai un guide. Les autres n'ont pas. Les guides sont des entités qui viennent du monde de la mort, ce qu'on appelle le monde astral au niveau de l'ésotérisme du Québec, et qui ont un besoin vital
de l'énergie vitale des hommes. Ils ont besoin de l'expérience de l'homme pour acquérir de l'expérience eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'une personne est morte qu'elle est plus brillante. Certains vont dire, oui, mais moi, c'est un guide qui vient de Shambhala. Shambhala fait partie des plans de ce que la théologie appelle l'enfer. Ça fait aussi partie du monde de la mort et ce qui va être biologique, disons géologiquement, localisé au niveau du centre de la Terre. On peut s'amuser beaucoup sur ces choses-là. Il faut faire bien attention à ce genre de cossins, de choses. Si un guide vient vous dire, fais ceci, vous devez être suffisamment vous-même pour vous demander, fais ceci. Bon, ça a-tu de l'allure que je fasse ça? On ne doit pas truster ni Daniel Kemp, ni n'importe qui d'humain sur la planète. Vous devez être capable d'intelligencer ce qui est dit. Quand ça vient dans notre tête, c'est encore bien pire. Puis quand ça vient dans nos rêves, c'est encore bien pire. Ah, ça a raison. Ça veut vous acheter. Ça n'arrivera pas devant vous autres en vous disant, coupez-vous le nez, tuez votre femme, tuez vos enfants, tuez votre mari. Ça va arriver en vous donnant des choses intéressantes. Il y a un bonhomme, à un moment donné, qui a rencontré un guide. Ce guide-là lui a dit que dans la société, il y avait énormément de pauvres et qu'il devait les aider. Ce guide s'est prétendu être Dieu. Le gars était à la recherche de Dieu. Fait que quand un Dieu se présente, le gars achète. Ce Dieu-là était génial. Il lui a aidé à bâtir une église. Il lui a aidé à aider des gens, des vieux, des personnes âgées, des moins vieux, des jeunes, des pauvres, des drogués. Il a sorti des gens de la merde d'une façon effroyable. Il a baptisé son église, l'église du peuple. Par la suite, le temple du peuple. Mais au fur et à mesure que ça allait, il sentait du pouvoir grandir chez lui. Il y avait de plus en plus de disciples. Il y avait de plus en plus de pouvoir financier. Ouais. La cochonnerie qui s'est présentée à lui était en train de se révéler sur son vrai jour. Ça l'a fini comment, son histoire? En Guyane, à Johnstown, par le suicide collectif de près de 1000 individus. Oh, c'est une exception. Parfait. Vous lisez les journaux de temps en temps? Une personne, à un moment donné, au nom de Dieu, tue sa femme et ses enfants, fait des croix dans les livres sacrés avec le sang de sa femme et de ses enfants. C'est au nom de Dieu. Elle a commencé comment? Par découvrir Dieu dans une secte. Mais c'est un Dieu génial, un Dieu qui aimait. Il aimait sa femme et ses enfants. Mais à un moment donné, ça se révèle différemment. Et il se rend compte que ses compagnons de travail sont peut-être plus sataniques qu'il pensait. Ça fait 2 ans qu'il est dans la secte. Puis le dernier qui s'est arrivé n'était pas dans une secte, il était dans l'église catholique. Alors ça n'a rien à voir. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que, il a lâché sa job. Il s'est rendu compte que les livres qu'il avait à la maison, c'était peut-être satanique. Ils achetaient, ils gardaient la Bible. À un moment donné, il s'est rendu compte que ses enfants étaient colorés par les enfants à l'école. Alors, il les a conservés à la maison. Mais les enfants puis sa femme étaient eux. Il les aimait pour les sauver. Il a tout fait. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que ses enfants n'écoutaient pas ce qu'il disait. Il a vu Satan à l'intérieur d'eux, puis dans sa femme aussi. Alors, il y avait une chose, les sauver. Une seule façon, les tuer. Les a tués. Là, maintenant, il est en prison, puis il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je dis que l'être humain est manipulé en vache, c'est ça. La prochaine fois que je vais revenir, de toute façon, on va parler de manipulation. Et ça va très, très, très loin. Parlons de manipulation. Il y en a beaucoup qui ne croient pas à ça. Quand Claude Choron rentre dans un magasin Eaton puis pique un veston, c'est pas un cave. C'est pas ce qu'il a fait. Quand un bonhomme s'en va dans une base militaire, ramasse des armes pendant que tout l'entrepôt est ouvert, se ramasse à Québec pour aller descendre des gens, puis quand il arrive, tout le Parlement est en retard. Il y a une maudite belle chronométrie. C'est chronométré. Il peut pas. Il manque son coup. Mais le gars, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Manipuler. Puis il y en a plein. Mais en tout cas, on viendra. Alors, les guides, les anges gardiens, c'est intéressant. Tant que ça l'aide. Quand ça commence à vouloir décider notre place, c'est plus bon. C'est bon pour les poubelles. Là, ça va vous menacer. C'est la preuve que c'est de la merde. Là, ça va souffrir. En vous tend à vous manipuler. Parce que je ne mérite pas plus? Non. Quand les guides commencent à te faire des misères, c'est parce que tu commences à être trop brillant. Comment peut-on développer des dons qu'on a en potentiel? C'est comme bloquer quelque part. Comment débloquer? Chose très importante au niveau des dons qu'on a en potentiel. Vous allez développer ce que vous allez avoir besoin de développer. Ceux qui recherchent les symptômes de l'évolution perdent le temps et perdent leur vie. Le gars qui veut marcher sur l'eau pour concurrencer d'autres personnes passe 80 années à marcher, à se pratiquer. À 85 ans, il a commencé à l'âge de 5 ans. Il réussit à traverser les fleuves. Emballé, il va rencontrer des gens. Il rencontre un mec. Puis il lui dit, je marche sur l'eau. Le gars, il dit, tabarnouche, je veux voir ça.
Il s'en va sur le bord de la rivière, traverse la rivière ici, traverse le Saint-Maurice, traverse le Saint-Laurent, puis il revient. Hey, le gars emballé. Tu dis, t'as pris combien de temps pour en arriver là? 80 ans. Tabarnouche. Moi, je prends une chaloupe. Mais quand on recherche les symptômes de l'évolution, vous savez, vous êtes télépathe, êtes-vous plus évolué? Non. Faites des voyages astrales, êtes-vous plus évolué? Non. Allez, le nez fourré partout, vous n'avez pas d'affaires, peut-être, vous n'êtes pas plus évolué. Des dons, guérir les autres. Oh ouais, guérissez-en un, vous allez voir comment on va vous têter à en mourir. Les choses viennent quand c'est le temps. Une chance. Puis rechercher les symptômes de l'évolution, c'est typique de l'homme ancien. C'est pas intelligent. On veut bien paraître pour soi ou pour les autres. Non, non. La vie, elle vous amène tout ce qui est nécessaire, puis passez donc agréablement vos jours. L'être humain n'a pas comme fonction planétaire de devenir heureux. Par contre, être heureux quand il va cheminer, ça peut être mauditement utile. On ne doit pas rechercher le bonheur. Le bonheur, c'est un chemin, c'est pas un but. On doit marcher dedans. Comment faire pour être en paix? Mais soyez donc en paix. Tant que vous cherchez, vous l'êtes pas. Fait que tant que vous allez chercher, vous pourrez pas le trouver. C'est pas philosophique. Des moments donnés, vous allez vous faire charrier. Ça allez vous faire avoir. Parfait, c'est pas une raison. Le peu de temps que vous êtes vous-même, soyez vous-même. Tout le reste du temps, pas le faire, oubliez ça. Les dons potentiels, développez-vous pour pouvoir traverser tout ce qui vient, tout ce qui va venir, tout ce qui se passe. Comprenez les choses, étendez votre conscience, puis acceptez à ce que de plus en plus de nouvelles explications viennent jeter à terre ce que vous croyez déjà. Très bonne partie de l'évolution. Tous les symptômes vont venir au fur et à mesure que ce sera nécessaire. Faut pas s'en faire. Que penses-tu du toucher? Est-ce important le contact physique? Mais ça dépend, c'est sûr que si on veut faire un enfant, ça l'aide en maudit. Ça a une importance, il y a de l'énergie qui est échangée par les contacts, il faut faire attention à ne pas se faire têter. La prochaine fois, on va parler de la manipulation, on va parler justement des gens qui viennent nous puiser en énergie, des gens qui, après que vous avez jasé avec, vous ramassez fatigué, des gens qui vous demandent des conseils, vous leur donnez, puis ils mettent jamais en application, ils viennent toujours broyer d'autres conseils. Il y a une panoplie de forces manipulatrices qui oblige l'humain à perdre de l'énergie. L'évolution est une question d'énergie. On est fatigué, on dort de plus en plus mal, on est malade, on vieillit, on se fatigue, on n'a plus de guts. Plus on vieillit, moins on veut faire du neuf, moins on déménage, moins on veut changer de job. À un moment donné, il faudra qu'on règle ces choses-là. Le contact, c'est une utilité. Celui qui en a besoin, c'est pour lui que c'est utile, jamais pour l'autre. Que penser des livres Ad Rouchine, dont le titre Dans la lumière de la vérité. Lisez-le, faites-vous-en une opinion, c'est ça qu'il faut en penser. OK, ça vous regarde. Je commencerai pas à vous dire ce que vous devez penser des choses. Je suis pas venu ici pour vous attacher. On est venu ici pour travailler, parler, s'amuser un peu. Lisez-les, puis décidez. La personne qui vit d'amour intelligent peut-elle vivre en couple? La personne qui vit d'amour intelligent, si elle peut vivre en couple. C'est évident que si c'est deux êtres humains qui vivent d'amour intelligent, ils pourront vivre en couple. Sauf que, de prime abord, ils sauront que leur union est limitée. Deux humains s'en vont, à un moment donné, ils découvrent l'intelligence de cheminer ensemble, l'intelligence. Pas parce qu'ils sécurisent, puis ils se fondent l'un dans l'autre, puis non. Ils vont fonctionner ensemble longtemps. Si à un moment donné, ils décident que d'intelligence avoir des enfants, ce ne sera pas un accident. Ils n'auront pas des enfants pour leur jouer d'un cheveu, là, tu sais, pour exprimer leur émotion d'une poupée. Ils y auront des enfants. S'ils n'ont pas d'enfants, à un moment donné, s'ils constatent après même 50 ans que là, c'est parfait, puis ce qu'ils avaient à faire ensemble est fini, ils s'en vont. Sans douleur, sans souffrance, sans problème. L'humain le fait. Et pour que l'humain arrive à divorcer ou à se séparer, il faudra qu'il en arrive à se détester. Ben oui, parce que quand on aime psychologiquement, l'amour se transmet facilement en haine. Hein? On haït ce qu'on a aimé. Puis on haït en maudit ce qu'on a aimé en maudit. Alors, à un moment donné, l'amour intelligent, ça se sépare. On a des enfants parfaits. Quand les enfants sont séparés, on peut se séparer. Avant ça, on ne se séparera pas parce qu'une condition écologique a le mot maintien. La personne qui vit d'amour intelligent puis qui est prise avec une personne qui vit d'amour psychologique. Ben oui.
L'autre va avoir de la misère, pas elle. Pourquoi l'homme veut-il constamment donner de l'amour ou de l'affection dans un couple? Est-ce utile dans la relation? Pourquoi l'homme veut-il constamment donner de l'affection? Parce que la femme en demande constamment. L'homme vit dans une maison, c'est pas tout le monde, il y en a qui ont été éduqués et qui ont été formatés pour ça. Bon. L'homme vit dans une maison, si c'est pas bien décoré, c'est pas grave. Si c'est pas trop en ordre, c'est pas grave. Si c'est pas trop propre, c'est pas grave. La femme, elle aura besoin d'ordre. La femme, elle aura besoin d'un décorum. La femme, elle aura besoin de choses, des fleurs, des petites poupées, des petites photos, des petites cloches, des petites bébelles. La femme, elle va créer un foyer, tandis que l'homme va avoir un ordre. Lorsque les deux vivent ensemble, la femme, elle a toujours besoin. Qu'est-ce que la femme recherche chez un homme? La sécurité. Qu'est-ce que l'homme recherche chez la femme? Plaisir sexuel. Il a besoin que la femme ait un corps relativement particulièrement intéressant. La femme, elle a besoin d'un homme qui va lui amener de la sécurité financière, musculaire, intellectuelle, dépendant de la femme. La femme, elle va être capable de dire qu'elle a besoin de coucher avec un gars. Si un gars met son numéro dans le journal puis qui dit à un moment donné, bon, moi, je suis disponible, si les femmes ont des problèmes, je suis disponible, 50 pièces. Il n'y aura pas beaucoup de téléphones, le gars. Mais si une fille met son numéro dans le journal, elle va avoir des téléphones en sacre bleu. OK? La femme, elle n'a pas besoin de tout ça. L'homme, oui. Par contre, la femme, elle a besoin de sécurité. Elle a besoin d'affection. L'homme se couche, la femme se couche. L'homme commence à flatter sa femme, il fait un petit massage. Quand il a fini, la femme est aux oiseaux et est prête à dormir. Mais la femme, ça commence à flatter son homme, ça risque d'aller plus loin que le massage. Il y a une raison normale. Faut comprendre énergétiquement les choses. Vous savez qu'on est souvent habitué à voir les choses d'une façon extrêmement cartésienne, matérielle. Le corps physique de l'homme, la table, on pense que c'est solide. C'est solide, oui, effectivement. Ça a une liaison atomique extrêmement intéressante. C'est constitué d'atomes. Les atomes, c'est des protons, des neutrons, des électrons, des gluons et d'autres choses. On ne le voit plus. Le corps de la femme est récepteur. Le corps de l'homme est donneur. On peut regarder, on appelle ça un mâle et une femelle. Hein? Quand on prend une prise de courant, il y a la prise femelle puis il y a la prise mâle. Bon. Il y en a un qui donne puis il y en a un qui reçoit. D'ailleurs, au niveau des spermatozoïdes, c'est la même chose. C'est pas l'ovule qui traverse, c'est le spermatozoïde qui traverse. L'homme est donneur physiquement, la femme est réceptrice au niveau corporel. Maintenant, entre un être humain qui est mort et un être humain qui dort, il y a une différence. Il y en a un qui vit, l'autre, il vit pas. La vie, c'est toute l'orchestration atomique qui permet à votre corps de constituer, de contenir sa mémoire. Lorsque la vie quitte un corps physique, le corps perd sa mémoire. On appelle ça, il pourrit. Lorsqu'on prend un morceau de viande, on met ça sur la table, ça n'a plus de vie là-dedans. Ça pourrit. Lorsqu'on prend une tomate verte, on la met sur la table, il y a de la vie là-dedans. Elle mûrit. D'ailleurs, ça devient intéressant à un moment donné de manger un peu plus cru. Ben, un animal cru peut-être, là. En tout cas, disons les légumes et les fruits, parce que ça vitalise un peu le corps. La femme, vitalement, elle est donneuse. L'homme, vitalement, est récepteur. L'homme manque d'énergie vitale, la femme en a beaucoup. C'est donc la femme qui va donner la vie, puis qui va évidemment avoir une matrice pour constituer un enfant. Au niveau psychologique, l'homme est donneur. Au niveau psychologique, la femme est réceptrice. Donc, l'homme devra donner, la femme devra recevoir. Au niveau mental, l'homme est récepteur. Au niveau mental, la femme est donneuse. Le bonhomme, dans sa maison, il y a un trou dans le toit, elle dérange pas trop. La bonne femme, elle, mentalement, est donneuse. Elle peut pas rien faire. Elle applique pas. Parle de ancien. Alors, elle va dire, ouais, tu pourras pas faire ça, là. Tu pourras pas arranger la patte du lit, là. Tu pourras pas réparer ça. Là, le cadre de porte est au défaite. Les murs sont au lait, tu pourras pas les peinturer. C'est temps qu'on change de mobilier, tu trouves pas. La femme, elle donne au niveau mental. L'homme, il est récepteur. Ben, l'homme, il exécute. La femme nouvelle, l'homme nouveau, il y a une mutation qui fait que l'homme devient androgyne, psychologiquement et mentalement. Physiquement, il reste lui, mais psychologiquement, il devient un peu comme la femme. Remarquez une chose, c'est que les hommes nouveaux, les hommes transitifs, vont être capables d'aimer un enfant nouveau-né autant qu'une femme. Ils vont être capables d'avoir des relations avec les enfants autant que les femmes. La femme transitive ou nouvelle va être capable de se lancer en affaires autant que n'importe quel homme. Et elle reste une femme.
Mais elle est maintenant capable de faire autre chose. Donc, dans les conditions normales des couples anciens et des couples transitifs, l'homme a besoin d'énergie vitale, il recherchera donc la sexualité. La femme a besoin d'énergie émotive, elle recherchera donc l'affection. La femme donne de l'affection, l'homme donne de la sexualité, il y a une harmonie de couple. La femme, elle a besoin d'être serrée, elle a besoin d'être flattée, elle a besoin de sécurité. C'est sûr qu'une femme, à un moment donné, finit par être suffisamment dénaturée par l'éducation collective qu'elle finit par penser qu'elle recherche le sexe. La femme fera pas l'amour avec n'importe quel gars. Mais un gars qui est pogné va faire l'amour avec n'importe quelle femme. Qu'elle soit maigrichonne, hyper grosse, laide, teinte de bouton, il va fermer les yeux, il va faire l'amour pareil. La femme, non. La femme, elle ne pourra pas faire l'amour sexuel avec un gars si elle ne l'aime pas. Le gars, oui. C'est très important d'en voir la nuance. La relation entre les deux va donc se faire de cette façon-là. L'homme a donc besoin d'acheter des cadeaux, d'acheter sa femme, de donner de l'affection. L'homme n'a pas besoin, il en donne. Il y a des personnes et des mâles ici qui ont besoin d'affection. Il y a des mâles qui sont transitifs. Mais la femme, elle, regardez l'intelligence de la chose. Si la femme est sexuelle, le gars est sexuel, ben ils font l'amour, ils ont des enfants. Qui s'occupe des enfants? Regardez les hommes anciens quand tu regardes les nouveau-nés tout gluants, là. Ils aiment pas ça, hein? Chance que la femme est là pour l'aimer parce que les enfants, ils vivraient pas vieux. Mais si l'homme aurait besoin d'amour et la femme aussi, ben ils se masseraient tous les deux, hein? Mais il n'y aurait jamais d'enfant. Tant qu'être humain n'a pas l'intelligence de comprendre l'intelligence de la reproduction, ben il est manipulé par des contextes qui l'obligent. Des forces intelligentes qui, à un moment donné, se sont terrestrifiées pour donner naissance à l'homme. Alors donc, dans ce contexte, ben même des pays sous-développés, le gars, il court après sa lapine, il joue avec, elle a un enfant, bonhomme, il part à la chasse, s'en va boire, la femme est correcte, elle s'occupe de ses enfants. C'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que dans une société transitive, chez l'homme et la femme transitive, ben l'homme va vouloir s'occuper de l'enfant, la femme va vouloir s'occuper de l'enfant, l'homme va vouloir travailler, la femme va vouloir travailler, c'est normal. Il y a eu une crise chez les femmes à un moment donné, c'est normal, il fallait bien à un moment donné qu'elle sorte de sa coquille, qu'elle éclate. Puis en passant, lorsque la femme s'est libérée, elle a libéré l'homme en sacre-bleu. Le gars a commencé à apprendre à cuisiner, commencé à apprendre à laver le linge, commencé à apprendre à passer aspirateur. Et il a commencé à apprendre à se prendre en main. Puis la femme aussi. Il y a bien des hommes qui sont pas d'accord, sont pas contents. La femme est faite pour être au foyer et faire des enfants. Mort si possible. L'évolution n'est pas entre les mains de l'homme ni de la femme. Une chance. Ça serait pas beau. Les choses se passent comme elles se passent. Faut-il être indifférent pour ne pas souffrir? J'aimerais comprendre, avoir votre savoir. Bon, avoir mon savoir, vous allez avoir votre savoir à un moment donné. Faut-il être indifférent pour ne pas souffrir? Justement, non. La compréhension de l'amour intelligent amène souvent celui qui vit un amour psychologique à ne pas saisir la différence. Si je suis indifférent puis je m'en fous, c'est pas de l'amour intelligent. Tu t'en fous, donc tu n'aimes pas. Pour arriver à discerner entre l'un et l'autre, il faudra simplement commencer par juste expérimenter vos vies qui vont suivre. De quelle façon on se fait récupérer par son amour? Puis à un moment donné, vous allez être capable de dire, bon, je donne souvent l'exemple des parents, il y en a quand même encore suffisamment sur la planète. Votre enfant arrive avec un D ou avec des notes absolument affreuses. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Un bel enfant qui vous fait triper ou ce que vous avez? Être indifférent, ça voudrait dire, bof, c'est une note, tant pis. Non. L'amour intelligent va dire, ouais, bon, t'aimes ton enfant pareil, OK? Tu lui donnes pas de la merde, tu le punis pas, tu le chicanes pas. Sauf qu'à un moment donné, il faudra que tu lui expliques l'intelligence de réussir à l'école. Puis quand les parents sont pas capables de l'expliquer, c'est parce que les parents, souvent, n'ont aucune idée non plus intelligente de pourquoi ils vont à l'école. Tu sais, ils vont à l'école parce qu'il faut qu'ils apprennent. Pourquoi faut qu'ils apprennent? Ben, plus tard. Crime, tout le monde a peur du plus tard. Les jobs, on sait jamais ce qui va arriver. Fait que imaginez-vous l'enfant là-dedans. Je disais justement hier à une conférence que la majorité de toute la structure était faite en sorte que toute votre jeunesse, vous la passez à préparer votre vieillesse, puis toute votre vieillesse, vous la passez à regretter votre jeunesse. Bon, alors imaginez-vous à un moment donné qu'il y a un problème. Être indifférent, ce n'est pas de l'amour intelligent. Être indifférent, c'est un amour tout à fait psychologique, un amour tout à fait sélectif qui fait qu'à un moment donné, on essaye de se protéger en se disant qu'on n'aime plus ou qu'on ne veut pas aimer, on a peur de souffrir. C'est pas comme ça qu'on a fonctionné. L'indifférence, c'est de l'amour sélectif et c'est une protection à cet amour sélectif. Pour ne pas souffrir, je reste indifférent. C'est pour ça qu'à un moment donné, les enfants des autres, c'est les enfants des autres.
C'est pour ça qu'à un moment donné, l'autre, là-bas, c'est l'autre. Faut pas souffrir. Observer l'intelligence de l'amour psychologique, on va se rendre compte que c'est pas tout à fait intelligent, que ça a des grosses lacunes. Être indifférent, c'est typique de l'amour psychologique. Les boutons qui se forment sur la peau, quelle en est la cause? Peut-on enrayer ça? Ben, si vous vous frottez sur du papier sablé tous les jours, la solution est pas loin. Pourtant, hein, faites une chute en bas d'un cheval, ça va avoir des maudits problèmes. Tandis qu'à l'époque, on tombait en bas d'un cheval, puis fallait du bruit. Le corps physique a évolué. Le corps cérébral a évolué. Votre cerveau a évolué. C'est plus le même cerveau que v'là 800 ans, que v'là 500 ans, que v'là 50 ans. Pourquoi pensez-vous que les enfants aujourd'hui comprennent des choses absolument compliquées que les adultes ont de la misère à suivre? Les physiques, la biologie de l'enfant bénéficie de votre physique, du mâle, de la femelle, de l'homme et de la femme. Étant donné que ça crée une évolution physique, faudrait penser que ça crée aussi peut-être une évolution au niveau psychologique et au niveau mental. Lorsqu'à un moment donné, l'être humain change, il y a des humains qui font du yoga, qui font des techniques. Toutes les techniques sont bonnes à la condition qu'elles vous enseignent à vous passer d'elles. Une personne fait une technique qui l'amène à être relax. Après 15 ans de pratique, elle fait encore cette technique, puis elle est encore relax. Un jour, elle fait pas sa technique, elle est plus relax. Elle était donc l'esclave de sa technique, puis la relaxation ne lui appartient pas, ça appartient encore à sa technique. Mais à un moment donné, l'individu abandonne la technique, puis il reste relax. Qu'est-ce qui s'est passé? On va dire, il y a une évolution spirituelle, il y a eu, blablabla. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a simplement cellularisé ce qui se passe chez lui. Ça veut dire que son corps physique a changé. Ça veut dire qu'il n'exprime plus physiquement ou endocrinalement le stress. Il a maintenant un corps physique de personne relaxe, alors il sera donc relax, sans la technique. On appelle ça une mutation. L'être humain commence par une mutation psychologique qui engendre une mutation neuronique, une mutation du cerveau, qui engendre par la suite une mutation endocrinienne, qui engendre finalement une mutation physique complète. Lorsqu'on a vu le dermatologue, lorsqu'on a vu une panoplie de médecins, lorsqu'on a vérifié notre alimentation, nos habillements, notre savon, la pollution ici, vous savez qu'il y a plusieurs individus, à un moment donné, qui sont malades, puis quand ils vont voir les médecins leur disent, ils n'avaient rien. Il y a énormément de mutations au niveau cérébral. Ce n'est pas parce qu'on devient flyé, ça se fait veut pas, c'est mutatoire, c'est génétique chez l'homme. Hein? Comme le mammouth a évolué dans l'éléphant, comme l'écus est devenu le cheval d'aujourd'hui, comme l'homme des cavernes a fini par devenir ce que vous êtes. Hein? Après l'homme des cavernes, on a eu l'homme des tavernes. Bon, il y a une évolution. Étant donné que l'être humain évolue, il y a des changements physiques. À un moment donné, votre cerveau va enregistrer des choses, il y a des choses physiquement qui vont se passer, puis ça va donner le feeling que vous avez des symptômes de maladie que vous n'avez pas dans la réalité. On commence par voir un médecin, faut pas être snob puis orgueilleux au point de se dire crime, c'est pas une attaque de cœur, j'évolue. Non, c'est peut-être de l'angine de poitrine. C'est peut-être un infarctus du myocarde. Tu commences par voir les médecins. Pas tous des génies. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. On magasine. Puis quand tout le monde nous dit qu'on est normal, on dit pas crime, j'évolue. On s'en fout. On continue à vivre. Mais il y a des symptômes tout à fait typiques biologiques à un moment donné qui apparaissent. Le premier des symptômes, c'est les pertes de mémoire temporaire chez les personnes qui sont jeunes ou les personnes qui ne sont pas séniles. Peut-on ne pas se noyer quand on se noie? Disons que la question est paradoxale pas mal. Si tu te noies, t'es noyé, puis si tu te noies pas, tu te noies pas. Bon, alors quand on aura des questions claires à poser, on les posera, mais pour l'instant, faut avouer qu'on peut jouer longtemps. Peut-on ne pas respirer en respirant? Tu peux avoir le feeling que tu te noies, puis tu te noies pas, mais si tu te noies, tu te noies. Est-ce que la psychocybernétique est bonne pour un enfant de 12 ans? L'enfant de 12 ans n'a rien à voir. La psychocybernétique est adaptée à certaines psychologies et à certains corps physiques, indépendants de l'âge. Donc, est-ce que c'est bon à un enfant? Ça dépend de l'enfant. Encore là, il faut clarifier la question. C'est la même personne, mais les questions ne sont pas suffisamment claires pour qu'on puisse, dans une période de questions, répondre directement. On pourrait élaborer longtemps sur la psychocybernétique, mais ça devient compliqué. Mais
Plus souvent qu'autrement, la psychocybernétique est un phénomène qui développe l'enfant vers la phase nouvelle et qui est aussi intéressant pour l'adulte. Mais ça dépend encore de l'application de la psychocybernétique. Si l'homme ne vit plus d'amour, quel va être le but ou le leitmotiv de l'homme? Si l'homme ne vit plus de la carotte, comment va-t-il avancer? Par intelligence. Tant que l'être humain ne comprend pas l'intelligence de l'évolution, il évolue parce qu'on le pousse dans le derrière, puis parce qu'on lui met un appât en avant. Lorsque l'être humain comprend l'intelligence de l'évolution, le bottage en arrière disparaît, donc la souffrance s'en va, et la carotte n'est plus nécessaire, l'homme sait. L'amour, si c'est le leitmotiv de l'homme, ça crée un gros problème. C'est comme la paix. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va être un jour si l'être humain vit d'amour partout sur la planète. Il n'y aura plus de leitmotiv. Le but est atteint. Les êtres humains qui veulent la paix, lorsque la paix est là, ils s'ennuient en vache. Quand ça fait 15 ans que tu milites pour la paix, t'as de quoi de vivre, tu veux la paix. Pour ça, il faut qu'il y ait la guerre. Mais quand la paix arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu milites pour quoi? Pas pour la paix, là. Si c'est l'amour, la journée où l'être humain souffre plus, puis il a l'impression que l'amour est chez lui, puis l'amour était le but, ben il reste rien qu'à se tirer une balle dans la tête. L'amour, c'est un chemin. L'amour intelligent reste le chemin, un chemin moins souffrant. Au lieu de jouer dans le fossé, là, pour suivre, là, on monte sa route. Le fossé, c'est l'ombre de l'amour. Ça suit le chemin de la route. L'amour psychologique suit le chemin de l'amour intelligent. Voyez mon verre ici? Vous le voyez pas tout, c'est un peu loin, mais si vous êtes capable d'imaginer. Je le place sur la table, il y a des lumières, il y a donc l'ombre du verre sur la table. Il y a au moins l'ombre de vos pieds à terre. Mais l'amour psychologique, c'est l'ombre de l'amour intelligent. Et placez votre pied à terre, puis regardez l'ombre. En regardant l'ombre, connaissez-vous votre pied? C'est dans un monde à 2 dimensions, puis c'est tout à fait déformé. L'amour psychologique, c'est l'ombre de l'amour intelligent dans le cœur de l'homme. Si l'homme ne vit plus d'amour, qu'il vive d'intelligence. C'est quoi être intelligent? Comprendre les choses. C'est quoi comprendre les choses? Commencer par les accepter telles qu'elles sont. Quand on voit un arbre, c'est un arbre. Il y a une utilité écologique. Un arbre peut pas être beau, peut pas être laid. Imaginez-vous ce que c'est. Tout le monde illusoire que l'homme s'imagine et l'homme s'illusionne, l'homme se plaît à créer. Il s'en va sur le bord de la mer, puis il dit, avec le bruit des vagues, il est beau. Tu sais, il y en a qui vont dire, je remercie Dieu d'avoir créé la mer. Il a fallu qu'il se force en sacre bleu, fait plaisir à l'homme. Mais qu'est-ce qui arrive de toutes les vagues qui se perdent sur les déserts du Sahara? Où il n'y a aucune oreille humaine pour les entendre? Qu'est-ce qui arrive de l'odeur des fleurs qui se perdent dans le bois où il n'y a aucun nez pour aller les sniffer? Ces choses-là n'ont pas été créées pour plaire à l'homme. Mais l'homme se plaît d'observer ces choses. C'est bon. Je dis que l'amour n'est pas une émotion. L'amour est un sentiment. Le sentiment n'est pas une émotion. L'homme nouveau n'a plus d'émotion. L'homme nouveau a des sentiments. Un sentiment est simplement une vibration qu'on a avec quelque chose. L'émotion, c'est quand on désire s'approprier du sentiment. Quand le sentiment tombe, on veut continuer. C'est ça l'amour psychologique. C'est ça l'émotion. On en souffre. La première fois de votre vie que vous allez voir une chose merveilleuse, vous allez triper. La deuxième fois, vous allez voir une chose similaire, vous allez comparer. Et là, vous allez dire, pas aussi beau qu'hier. Et vous êtes fait. Premier coucher de soleil que vous voyez, trouvez ça au bout. Le deuxième, il est plus beau, c'est encore plus beau. Le troisième, il est plus laid, lui, il est plate. Problème de l'homme. Il sélectionne ce qu'il va aimer. Si l'homme ne vit plus d'amour émotif, ben pour plus vivre d'amour émotif, il faudra qu'il comprenne. S'il comprend, il va commencer à être intelligent. S'il est intelligent, il va savoir pourquoi il vit. Faites-vous-en pas. Que se passe-t-il ou par quel mécanisme un guide ou quelque chose d'autre peut-il donner un transfert d'énergie au point de vue physique? Exemple, un traitement. Bon, les guides, je ne sais pas si tout le monde, vous avez un peu de connaissances au niveau des guides, mais on va en parler un peu. Il y a des termes nouveaux, des termes qui vont être de plus en plus entendus au niveau du Québec et de plus en plus entendus au niveau de la science.
Mais on commence par nous autres. Lorsque, tout à l'heure, je parlais de l'énergie vitale, cette énergie vitale-là, elle est partout, premièrement. Elle peut être densifiée à un point tel qu'elle peut être perçue par les appareils électriques. Maintenant, l'acupuncture se sert d'appareils électriques, des galvanomètres entre autres, pour arriver à détecter les points. Et on parle de deux formes d'énergie vitale, l'énergie yang et l'énergie yin, l'énergie solaire et l'énergie tellurique. Il y a une troisième forme d'énergie vitale qui va être découverte à un moment donné par l'acupuncture. Disons que pour l'instant, ils sont déjà en train de travailler suffisamment pour se faire accréditer. Lorsque un être humain perd son corps de chair, il perd son corps vital et il reste dans un contexte qui va porter ésotériquement le terme de périsprit, théologiquement le terme de séraphin. C'est une enveloppe vitale qui paramètre ce qu'on appelle aussi l'âme. Cet individu, lorsqu'il a une âme et lorsqu'il n'a plus de corps physique, n'est pas dans le monde de la mort. Il est dans un plan intermédiaire. Ce n'est pas le purgatoire, ce n'est pas l'enfer, c'est un plan intermédiaire. Dans ces contextes, l'humain peut rechercher le contact avec d'autres humains. Lorsqu'il recherche le contact, il aura besoin d'énergie. Lorsqu'on va faire du médiumnisme, par exemple, lorsqu'on va essayer de parler à un esprit, c'est pas un esprit, c'est une entité. L'esprit, c'est autre chose. Bon, on se ramasse tout le monde, on se touche par les mains, puis là, il y a un dans la gang qui shake un peu. Puis à un moment donné, les choses vont bouger. L'énergie vitale fait que les choses peuvent bouger, c'est elle qui maintient la matière. S'il y a suffisamment d'énergie vitale dans le groupe, on aura l'apparition d'un ectoplasme. L'apparition fantomatique d'un personnage blanchâtre, bleuâtre, qui ressemble à de la fumée de cigarette, de l'énergie vitale, gluant par excès parce que l'énergie vitale n'est pas suffisamment densifiée. Lui apparaît parce qu'il tète l'énergie des autres. Les personnes après ça sont épuisées. Ouais, c'est normal. Le guide a besoin, lui aussi, d'énergie. À un moment donné, il vient vous voir, il vous transfère de l'énergie, parfait. Il est allé en puiser chez d'autres humains, puis il nous l'a transféré. Très plaisant, dites-lui merci, mais dites-lui de plus recommencer. L'humain recherche l'évolution facile. Le problème de l'homme, c'est qu'il attend d'être sauvé. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, faites les premiers pas et le ciel vous aidera. L'humain s'est dit, les premiers pas, c'est de m'asseoir puis d'attendre. C'est pas ça, les premiers pas. Puis les premiers pas, quand on parcourt 25 000 ou 25 kilomètres, c'est pas 3-4 pas. Il y a un lot à faire. L'humain doit se prendre en main. On va peut-être sans doute à un moment donné, s'il y a une demande, de revenir au niveau des guides et de ces phénomènes, puis on pourra s'amuser. On parle de manipulation la prochaine fois. On parlait des maîtres, on parlait des guides, on parlait de ces choses-là. On parlait aussi des manipulations à travers le couple, des manipulations à travers la société, des manipulations à travers l'emploi, et surtout des manipulations à travers vos maudites mémoires. Ceux qui se sentent coupables, ceux qui sont nostalgiques du bon vieux temps. Savez-vous comment l'être humain voyage par la manipulation? Ben amusant. S'en va dans un pays, prend plein de photos, puis quand il revient chez lui, c'est là qu'il voyage. Là, il regarde ce qu'il a vu. Hey, c'est beau? Il sort. L'être humain fonctionne comme ça. Imaginez-vous, il vit plus rien. Il préfère vivre dans son contexte mémoriel que de regarder la réalité. On va revenir. Mais les guides, c'est comme des cartes routières. À un moment donné, c'est périmé. Ça se prétend beau, ça se prétend bien fin. Il a besoin de l'homme. L'homme est supérieur, mais l'homme ne le sait pas. Parce que l'homme est toujours instruit qui est médiocre. On parle de la chute de l'homme. C'est une descente d'énergie sur la planète Terre, pour des raisons bien fonctionnelles. Pour que l'humain accepte sa condition sans vouloir ressacrer son camp, on l'a paramétré par une chute, un péché originel. Imaginez-vous que si ce serait à cause d'une pomme, on n'en vendra plus de pommes. On explique des choses d'une façon parabolique. À un moment donné, il faudra qu'on voit les choses plus clairement. Pratiquement, de quelle façon peut-on aimer intelligemment? Qu'est-ce que l'amour? Essayons simplement de considérer spéculativement, disons conceptuellement, faire un concept, philosophiquement, que l'amour, c'est comme de l'amour, disons que c'est de l'énergie qui est partout. Alors, si vous vous en allez quelque part sur la planète, l'amour, il y en a. Quand vous vous couchez, il y en a. Les gars qui travaillent dans les mines, il y en a. Celui qui est dans un avion, il y en a. D'une navette spatiale, il y en a. Il y en a partout. L'amour, c'est quelque chose qui fait en sorte que le verre reste sur la table.
Quand je disais au début que l'amour était la seule loi réelle, fondamentale, qui gérait toute la structure évolutive de tout ce que nous connaissons, c'est un fait. Mais l'amour, ça ne s'enseigne pas. L'amour, c'est là. L'amour, ça ne s'acquiert pas. L'amour, c'est là. Lorsque l'être humain se fait un maudit concept de ce que c'est que l'amour, ben là, il passe sa vie à rechercher l'amour, puis évidemment, il sait pas c'est quoi l'amour. Quand tu dis Dieu, il est blanc, il a une barbe qui va au moins jusqu'au nombril, tu sais, avec l'âge qu'il a. Puis Dieu est revenu sur la planète. Tu te promènes dans la rue, tu cherches Dieu. Ben, s'il passe à côté de toi, tu le verras jamais. Le gars qui a l'idée un peu, à un moment donné, de ce que c'est qu'une pierre merveilleuse qui guérit, qui transforme tout en or. Ça portait le nom de pierre philosophale. Ben, le gars, il fait le tour de la planète à la recherche de la pierre philosophale. Il sait que quelqu'un l'a perdu un jour. Alors, il se met une chaîne autour du cou, il la laisse traîner à terre, puis il passe par tout ce qui va. Puis il se dit un jour, quand m'a touché, ma chaîne va se changer en or. Fait qu'il se promène, il s'en va, 10, 12, 15 ans. Puis un jour, il rencontre un enfant qui dit, « Monsieur, la belle chaîne en or que vous avez autour du cou, vous l'avez pris où? » C'est le gars. « Sac, la chaîne est en or. » Fait combien d'années qu'elle est en or, la chaîne? La pierre, il l'a trouvée, mais où? L'humain recherche l'amour, il se fait un concept de ce que c'est que l'amour, puis après ça, il s'en va chercher quelqu'un. L'autre, il donne pas ça. Pas ça. L'enchaîne autre, l'enchaîne autre. Après ça, il veut instruire les autres d'amour. Il veut leur dire comment qu'eux autres doivent être pour que lui sache qu'eux autres aiment. Il veut instruire. Il veut communiquer l'amour. L'amour, c'est partout. Qu'est-ce que l'amour? C'est une énergie qui est là. Lorsque l'humain décide de se l'accaparer puis de la diriger, il aime plus. Il va triper. Il va immotiviser l'amour. Il va tuer le sentiment pour en bénéficier. Il va s'accaparer de ce que ça donne. La jalousie, c'est quoi? Ben, c'est ça. Faut pas que personne d'autre aime ma femme. Faut pas que personne d'autre aime mon mari. C'est quoi la jalousie? Ben, c'est ça. On accapare cette énergie-là puis on décide qu'on va être le boss. Mais on le perd. Pratiquement, de quelle façon pouvons-nous aimer intelligemment? Tout à l'heure, je l'ai dit. Si vous êtes capable de respecter l'autre, comment on respecte l'autre? Si vous êtes capable de comprendre l'autre et de le laisser être ce qu'il est. Automatiquement, vous aimez d'un amour intelligent. Vous n'avez pas un job à faire ou 50 techniques ou 3 ou 4 respirations. Laissez les autres être ce qu'ils sont. Donnez-leur le droit d'être eux autres. C'est tough en vache. Parce qu'on s'accapare. C'est simple, vivre de l'amour intelligent. Ça veut pas dire que parce que l'autre passe son temps à venir taper au marteau sur votre char que vous le laissez faire. Vous comprenez ce qu'il est. Vous savez une chose? Vous aimez intelligemment. Vous marchez dans les rues ici, puis un jour, il y a quelqu'un qui passe près de vous avec un couteau, puis qui veut vous tuer. Vous aimez intelligemment, donc vous aimez ce gars-là. Vous sortez votre revolver, puis vous le tuez. Vous vous en allez, puis vous l'aimez toujours. L'amour, c'est au-delà du concept que l'humain donne de l'amour. Vous laissez vivre et vous aimez, et vous pouvez même tuer et continuer à aimer. On parle d'amour intelligent, il y a un contexte écologique. Le gars, c'est évident, celui que son couteau, vous commencez à parler avec. Vous voulez le manipuler par la parole, ce qui se fait lorsqu'on finit par avoir une voix juste. Le verbe. Ça fonctionne pas. Vous avez appris à vous défendre. Le gars vous attaque. Vous défendez, il n'y a rien à faire. Il y a une solution, tuer. Ben, vous tuez. Très librement. Dites pas au crime, c'est dangereux, tout le monde est de même. Parle d'intelligence. Si tout le monde est de même, ben le monde n'ira pas se tuer entre eux autres. C'est les caves qui font ça. Il n'y a pas un homme intelligent ou une femme intelligente qui va prendre un couteau pour aller attendre le monde des rebelles. C'est un être manipulé. Un gars qui a besoin d'amour, un gars qui a besoin de ceci, un gars qui a besoin de cela. L'amour, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui ne brime pas l'homme. Quand on aime, on est libre. Ça veut dire que vous aimez vos enfants, mais vous allez vous organiser pour que les autres soient libres. Ouais, mais l'enfant, il prend le pot de caramel puis il verse sa tête à son frère ou à sa sœur. Oui.
Tu vas le corriger puis tu vas lui expliquer le manque d'écologie de faire ce genre de choses. Puis tu n'auras pas peur. Moi, mais si même plus. Combien d'adultes sont pas capables de mettre les choses claires parce qu'ils ont peur que les autres ne les aiment plus? Ça fait partie de la manipulation. Peur de perdre l'amour des autres. Peur de ne plus être aimé. Peur de ne plus pouvoir aimer. Et ça hante le monde. L'amour intelligent n'est pas une condition qui régit ce que vous allez faire. Elle vous garde libre. Aimer les uns les autres, s'aimer soi-même. Si c'est de l'amour intelligent, tu libères les autres. Si c'est de l'amour intelligent, tu es libre. Libre de toi aussi. Oh, ça fait bien drôle de dire qu'on peut tuer quelqu'un puis aimer encore celui qu'on tue. Ben, effectivement. Sans problème. Mais toute éducation, toute instruction au niveau de l'amour date des temps anciens. L'humain n'était pas intelligent, il tuait pour le fun. Alors, on n'était pas pour dire, c'est sûr que tu peux tuer en aimant. C'est pas pour dire ça. Mais aujourd'hui, on parle d'intelligence et l'humain est suffisamment raisonnable pour comprendre et l'humain est suffisamment manipulé que s'il comprend pas, il pourra pas l'appliquer, donc aucun danger de le dire. Chicaner son enfant, c'est une marque d'amour ou une marque de défoulement? Ça dépend comment on le chicane, mais c'est souvent une marque d'amour. Ça dépend comment on le chicane, ça dépend pourquoi on le chicane. Dire à son ami, là, c'est suffisant, là, tu sais, la soir, j'en ai chicané, mais on va me coucher. Tu m'aimes plus? Ça n'a rien à voir, maudit niaiseux. Ouais, on met les choses à leur place. On aime pareil. La personne est morte, on l'enterre, on pleure pas, puis on continue à vivre. Bien sûr! Tu l'aimais pas, ça n'a rien à voir. Je l'aimais, puis je continue à vivre. Ben oui, tu l'enterres, puis tu continues à aimer. Alors, qu'est-ce que l'amour? Ben, c'est une chose qui va lentement se développer, mais commencez par voir ce que c'est pas, ça va donner un maudit coup de pouce. L'amour, ça ne fait pas souffrir. L'amour, ça n'accapare pas. L'amour, ça laisse libre. L'amour humain et l'émotion de l'amour, il la recherche, il en a besoin, il s'en nourrit, il manipule avec. C'est de la misère à vivre sans ça. T'es un esclave. Peut-on apprendre autrement qu'en souffrant? J'aime et je souffre. Tant que l'être humain ne comprend pas l'intelligence de la santé, ben il sera malade, il souffrira physiquement, puis quand il aura suffisamment souffert, il va s'organiser et se mettre en forme. Tant que l'humain n'aura pas compris l'intelligence d'une bonne dentition, ben ça va carrier, ça va faire mal, puis là, ça va le pousser à faire de quoi? Tant que l'humain n'aura pas compris l'intelligence d'un détecteur de fumée dans sa cabane, ben à un moment donné, ça va brûler, ça va mourir brûlé, ça va souffrir brûlé. Puis quand l'humain comprend l'intelligence des choses, il n'y a plus besoin de souffrir. La souffrance, elle est là. Regardez comment vous fonctionnez. Faut pas se culpabiliser, il faut s'observer pour voir où est-ce qu'on en est. J'ai un brûlement d'estomac. Il s'en va. Qu'est-ce qu'on dit? C'est parti. Mais non, ça c'est un signe qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'alimentation ou de la digestion. L'homme nouveau, la personne intelligente, elle sent son signe. Normalement, elle va s'organiser avant. Mais mettons, elle sent son signe, ça passe. Elle n'oubliera pas. Elle va changer les choses. L'homme ancien, lui, oh ben c'est parti. Hey, imaginez-vous, vous allez manger comme des cochons, mais prenez tel médicament. On annonce ça à la télévision. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des problèmes digestifs, gastriques, la vésicule biliaire fonctionne mal, vous avez pris un repas trop copieux, prenez tel médicament. Continuez à bouffer comme des cochons, on est là pour vous supporter. Et c'est pour l'homme ancien. C'est normal qu'il souffre. Parce que si l'homme ne souffre pas, ça s'améliore pas. On a une société de paix totale, bonheur parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait plus rien. Quand on a compris l'intelligence de la santé, on se met en santé, on n'attend pas d'être malade. Quand on a compris l'intelligence des choses à faire, on n'attend pas. On a une société de cure. Faut que ça soit bien pollué pour qu'on en parle. Faut qu'il y ait bien des suicides pour qu'on en parle. Faut qu'il y ait bien des vols pour qu'on en parle. On prévoit pas. On attend. Puis on souffre. On n'a pas l'intelligence de voir les choses. Peut-on apprendre autrement qu'en souffrant? Ça va de soi. L'évolution, c'est un plaisir. C'est comique. On s'amuse. À un moment donné, on voit qu'on s'est fait fourrer.
on voit comment c'est puissant, comment qu'on voit pas. Mais quand on voit qu'on voit pas, c'est qu'on est mauditement brillant, parce que sinon on le verrait même pas. Puis là, ben là, on trouve ça drôle. Sauf si on se prend au sérieux. Là, on tape sur la table, là, on gueule. Ben non. T'as encore piqué une colère. Puis tu voulais pas. Ben tu t'es fait manipuler. Tu voulais pas, puis tu en as piqué une. T'as dit des bêtises à ton boss, t'es mis à la porte. C'est pas ça que tu voulais. T'étais manipulé. Là, tu t'assois, puis tu dis, sacre bleu, c'est bien fait, tu sais. Je suis intelligent, je vois tout. Flac, va faire encore avoir. Quand on se prend pas au sérieux, on rit en maudit de soi. Puis parce qu'on rit, toute l'énergie qu'on développe lorsqu'on voit ça, on la brûle pas à gueuler puis à se maudire. Elle nous sert. À un moment donné, il arrive de quoi? On n'est plus manipulé comme ça. On devient efficace, puis on passe. On s'en rend compte d'un coup. Peut-on apprendre autrement qu'en souffrant? Imaginez-vous que l'être humain n'est pas sur la planète pour être heureux, mais il n'est pas sur la planète pour souffrir. La souffrance, c'est un chemin. À un moment donné, on sort du chemin de terre, puis on grimpe sur un chemin d'asphalte. Être heureux, c'est un chemin, pas un but à atteindre, c'est un outil. C'est évident que l'homme va évoluer autrement qu'en souffrant. Il y en a qui en font un culte sur la souffrance. Non, on souffre encore parce qu'il nous manque des choses. Vous savez, c'est polluer parce qu'il nous manque des choses. Et quand on va tout comprendre, on continuera plus à polluer. Là, on l'a appris, mais on l'a pas compris. Quand on va le comprendre, on va le savoir. Quand tu parles d'être manipulé, qui nous manipule? Quelle solution nous proposes-tu? Tricheur. Qui nous manipule, hein? Bon. La première réponse la plus formidable, c'est que l'être humain est manipulé, mais il n'y a pas de manipulateur. Lorsqu'on découvre ça, c'est réellement chiant. C'est un très bon terme québécois qui désigne bien ce que ça veut dire. C'est frustrant. Alors, s'il n'y a pas de manipulateur, comment sommes-nous manipulés? Le manipulateur peut porter un nom, conscience collective. Dans l'Antiquité, on l'appelait aussi Satan. Satan à l'atmosphère. Ça crée des chicanes, des guerres. On n'aura pas le temps de parler de la manipulation ce soir. La question est bonne. La prochaine conférence que je vais faire ici est sur la manipulation. Vous allez rire comme des fous quand vous allez voir, mais il y en a évidemment qui vont peut-être souffrir parce qu'on va se dire, si, boire, ça veut dire que toute ma vie, je me suis fait fourrer. Ben, si tu le vois, fête! Broille pas! Oui, mais tabarnouche, comment ça se fait que tu te sens coupable, là? Ben oui, mais t'es manipulé! Fait que si tu te sens coupable de voir que t'étais manipulé, observe un peu plus, t'es encore manipulé. Vous allez voir que c'est subtil parce que l'évolution puis la majorité des choses qui manipulent l'humain ou qui empêchent l'humain d'être heureux et de fonctionner librement sans souffrance, des choses subtiles. Plus on se conscientise, plus on se fait matraquer subtilement. Mais ça, on va y revenir. Quelle solution proposer? Continuez à faire exactement ce que vous faites. Observez-vous. Condamnez-vous pas, accréditez-vous pas, trouvez-vous pas beau ni laid. Observez-vous. Pour l'instant, c'est la seule solution. Je ne suis pas là pour donner des solutions. Pour l'instant, le seul travail qui me plaît de faire, c'est juste d'ouvrir des choses, briser des formes, puis parler. M'intéresse. Quand ça m'intéressera plus, je fais plus de conférences. Les solutions, vivez, vous vivez des choses. La vie, elle est là, elle est implacablement là. C'est le meilleur maître et vous devez être le meilleur de ceux qui vont interpréter ce que la vie amène. Il y en a qui vont dire, oui, mais moi, j'ai pas une bonne vie. Lui, il est chanceux, lui, ses parents étaient riches, il avait un job en commençant, il a des bonnes notes à l'école, j'ai jamais cassé la jambe en faisant du ski devant ses blondes. Lui, ça allait bien. Moi, j'ai pas d'argent, mes parents, ben, mon père, je sais pas trop c'est qui. Ma mère, j'hésite. J'avais des mauvaises notes à l'école, j'ai toujours été sous l'assistance sociale. Moi, je peux pas évoluer comme l'autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Lui, quand il perd un bout de ski, il broille. Toi, quand tu perds 50 cents, tu broilles. Chacun a son cadre différent, mais il est pas plus heureux que vous l'êtes.
Puis, je compare pour faire comprendre une chose, mais je m'en balance. S'il est heureux, tant mieux pour lui. Vous êtes dans des vies différentes, vous êtes des individus, donc vous êtes différents, puis vous continuez à faire exactement ce que vous faites. Ceux qui sont dans telle organisation, continuez. Quand vous n'aurez plus besoin d'aller lâcher, tant que c'est là, vous n'avez besoin. Ceux qui suivent ce genre de cours, que ce soit à l'école, que ce soit dans des écoles, disons, privées, faites du yoga, faites je sais pas quoi, ben vous continuez. Tant que vous êtes là, vous n'avez besoin. Ceux qui font telle recherche, ceux qui vont à l'église, ceux qui méditent, ceux qui n'importe quoi, ceux qui sont végétariens, ceux qui sont carnivores, continuez à faire ce que vous faites. Puis à un moment donné, vous allez changer parce que vous allez comprendre. C'est là que vous restez libre et que vous êtes vos maîtres. Pas parce qu'à un moment donné, un cave vient puis qui dit « Faut plus faire ça! » Ben, vous comprendrez pas. Vous allez faire comme l'enfant. Il regarde avant de traverser la rue, mais on lui a jamais dit pourquoi.